Il paraît qu'une nuit, dans une maison au bout d'une impasse, une petite fille s'est réveillée à cause d'un drôle de bruit. Un bourdonnement léger, comme un souffle, et une lumière étrange qui semblait danser dans le couloir. Curieuse, elle s'est levée, et ce qu'elle a vu, c'était des lucioles, des dizaines, des centaines. Elle flottait doucement comme si elle connaissait le chemin. Elle les a suivies parce qu'elle sentait qu'au fond, c'était pour elle. Et elles l'ont conduite jusqu'à la chambre de sa grand-mère. Là, il y avait une présence paisible, un corps endormi, à jamais. Et tout autour, une lumière mouvante, comme si quelque chose, quelque part, venait de s'ouvrir. Pas un vide, plutôt un passage. Parce que sa grand-mère, c'était pas n'importe qui. C'était une écrivaine, une conteuse, de celles capables de dire en quelques mots ce que d'autres mettent une vie à comprendre. Elle savait traduire l'invisible en phrases claires et faire de chaque vérité un écho doux. Elle disait souvent qu'une histoire, c'était comme une graine. On ne sait jamais jusqu'où elle poussera, ni qui, un jour, viendra s'abriter sous son ombre. Cette nuit-là, les lucioles l'ont emmenée dans un monde suspendu, entre rêves et souvenirs. Un lieu sans mur, sans âge. Et à chaque luciole qu'elle effleurait, une scène apparaissait. Un conte chuchoté à un enfant dans un hamac. Une salle entière qui retient son souffle sur une simple phrase. Des mots qui font sourire une vieille femme les larmes aux yeux. Une main qui écrit dans le silence. Ou un mot à peine prononcé qui plonge chacun dans la profondeur de son âme. Mais ces souvenirs s'effaçaient doucement, comme si les pages d'un livre se refermaient toutes seules, l'une après l'autre. Elle a voulu les garder, toutes, mais elle a compris. On ne peut pas, on ne doit pas. Alors elle a choisi, juste une dernière luciole, fragile mais persistante. Et dans sa lumière, une phrase, une petite phrase, soufflée jadis par sa grand-mère entre deux silences. Tu n'as pas besoin de tout retenir, il suffit de savoir comment raconter. Le matin venu, la maison était silencieuse. Mais sur la table, un carnet l'attendait, vide. Elle s'est assise et elle a commencé à écrire. Ce que j'ai vu cette nuit-là, personne ne pourra le prouver. Il n'y a pas de photo, pas de témoin, juste un carnet et une histoire qui commence à la première page. On croit que les histoires disparaissent avec ceux qui les portaient, mais parfois, c'est là qu'elles naissent vraiment. Il partait chaque matin comme les autres, sac sur le dos, pas pressé mais pas lent non plus. Rien d'étrange, rien de suspect. Il disait qu'il allait au collège, mais en réalité, il allait ailleurs. Pas pour fuir, pas pour traîner, mais pour faire quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire à personne. Quelque chose de doux, de précis, de lent. Il avait trouvé un vieux livre, un soir de pluie dans un carton oublié, offert par un oncle de passage. Dedans, des gestes, des équilibres, des mots qu'on ne lit pas vraiment, mais qu'on sent, quelque part entre la force et le calme. Depuis, il s'entraînait, tous les matins, dans une vieille grange à l'abri du monde, où la lumière passait en filet entre les tuiles. Il n'en avait parlé à personne, pas par honte, mais parce qu'il savait que personne ne comprendrait. Chez lui, on ne parle pas de ça. On parle de résultats,
de bulletins, de ce qu'il faut faire pour réussir et puis de ce qui ne va pas. Et justement, quelque chose n'allait pas. Mais pas chez lui, chez son beau-père. Il s'appelait Marc. Il vivait là depuis 3 ans. Pas toujours à l'aise, pas tout à fait à sa place, mais il essayait. Il faisait des efforts et il partait travailler. Du moins, c'est ce qu'il disait. Un matin, il n'en a pas eu la force. Alors, il est allé s'asseoir dans un café vide à l'autre bout du village. Et en repartant, il l'a vu. Le garçon, en équilibre sur un pied, les bras levés vers le ciel, comme s'il parlait au vent. Marc n'a rien dit, le garçon non plus. Mais à partir de ce jour-là, quelque chose les liait. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné. Une prof, un signalement. Il ne vient plus au collège. La mère a raccroché, le cœur lourd. Elle n'a rien dit au garçon. Pas tout de suite. Elle a préféré parler à Marc. Tu savais quelque chose ? Il a dit non. Il a menti. Et alors, l'air est devenu plus dense, les repas plus courts, les regards plus flous. Un soir, elle a craqué. Pas avec violence, mais avec cette douceur qui appelle la vérité. Le garçon a parlé, il a tout dit. Le livre, la grange, les gestes, ce que ça lui fait. Quand je fais ça, j'ai l'impression d'être moi et d'être en paix. Marc a pleuré, sans bruit, mais parce qu'il reconnaissait ce qu'il avait perdu. Il a parlé à son tour, des doutes, du vide, de ce boulot qu'il n'arrivait plus à comprendre, et il a dit « Tu crois que tu perds ton temps, mais en fait, tu l'habites. Et moi, j'aimerais bien apprendre ça. » Le lendemain, le garçon est retourné au collège. Pas par contrainte, mais parce que, pour la première fois, il n'avait plus besoin de cacher ce qu'il était. Et ce soir-là, il a montré les gestes à Marc, pas pour les corriger, juste pour les partager. Dans la lumière tombante, ils ont répété, lentement, sans bien savoir ce qu'ils faisaient, mais en sachant pourquoi ils le faisaient. Tous les samedis, à 9h précises, il grimpe les marches avec un bouquet en main. Toujours le même rituel, toujours le même silence. Il le dépose devant notre porte au 4B. Puis, il redescend doucement, sans un mot, sans un regard. Au début, on croyait à une erreur, puis à une habitude, et enfin, à un mystère, et on a arrêté de chercher. La voisine du second disait que c'était pour une ancienne amoureuse. Le petit Noé, lui, pensait que c'était un message pour parler aux oiseaux. Et Nora, plus terre à terre, parlait d'un hommage à une ancienne habitante, décédée. Mais moi, je ne voyais ni chagrin, ni devoir. Je voyais autre chose. Quelque chose de doux, comme un merci, posé là, chaque semaine, sans explication. Un soir, dans la cuisine, Nora nous raconte une discussion avec la voisine du second. Cette femme, c'était la meilleure amie de celle qui vivait ici avant nous. Et elle savait tout ce que les autres ignoraient. Qu'elle et Monsieur Lemoine s'aimaient, en secret. Un secret si bien gardé que même le jour de l'enterrement, il était resté à l'écart.
caché derrière un arbre. Pas par honte, mais parce que sa famille n'aurait jamais accepté ça. Et depuis, chaque samedi, il dépose un bouquet. Pas pour faire son deuil, mais pour honorer l'amour de sa vie. Un samedi pourtant, quelque chose change. Il pose son bouquet un instant, là, sur le muret, peut-être pour chercher ses clés ou attraper quelque chose, et quand il revient, le bouquet n'est plus là. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ensuite, mais on raconte qu'il a tourné un moment dans la cour, cherché derrière les poubelles, ouvert son atelier, refermé, monté, redescendu, longtemps. Puis, il est rentré, les mains vides. Mais l'après-midi même, un autre bouquet est apparu, devant sa porte cette fois. Un bouquet tordu, un peu de travers, attaché avec une ficelle rose. C'était Mila. Elle avait tout vu, et dans un élan malicieux, elle avait emprunté le bouquet. Pas pour voler, juste pour jouer, le détourner, le relancer. Elle l'a refait, à sa façon, et elle lui a renvoyé, comme une réponse silencieuse. Et les semaines suivantes, il monte encore avec ses bouquets, mais il ne les dépose plus. Et pourtant, chaque samedi, un autre bouquet l'attend chez lui. Je ne sais pas comment cette histoire a continué exactement, mais ce que je peux dire, c'est que les fleurs ont commencé à pousser un peu partout. Sur les rampes, dans les escaliers, dans les boîtes aux lettres. Un dialogue sans mots, un échange doux, discret, contagieux. La cour est devenue un jardin. Et moi, je regardais ça sans trop chercher à comprendre, juste heureux d'en faire partie. Un matin, il monte sans bouquet, mais il ne s'arrête pas chez nous. Il monte encore et frappe. C'est Mila qui ouvre. Il lui tend une enveloppe, juste ça. Sur le dessus, il est écrit « Merci d'avoir répondu ». Elle la lit plus tard, seule, une lettre simple. L'écriture tremble un peu. « Merci Mila de m'avoir rendu ce que je croyais avoir perdu. Continue à offrir ce que tu offres, des gestes simples, mais qui ouvrent grand les cœurs. » Signé Alban. Chaque fois que Nora s'occupe des plantes sur son balcon, Marc traverse la rue au même instant. Il semble pressé, préoccupé, portant avec lui une lourdeur que personne ne remarque vraiment. Pur hasard? Une synchronicité parfaite? Ou fait-il exprès? Pense Elio, avec une pointe de jalousie. Assis à la terrasse du café en bas du 4B, Elio observe sans rien dire les allers-retours du beau-père de Léo. Il lève les yeux vers Nora, un soupir discret aux lèvres. Lui qui d'habitude contrôle et maîtrise chacune de ses émotions se retrouve étonnamment désarmé devant l'inaccessibilité de cette femme qu'il n'arrive pas à rencontrer. Mais ce jour-là, Marc s'arrête net devant chez Nora. Il hésite. Nora le remarque et lui sourit. Quelque chose dans ce sourire simple et sincère semble apaiser, même un instant, l'orage intérieur de Marc. Dès son départ, Elio, piqué par l'audace soudaine qu'il vient de voir, saisit enfin l'occasion. Voilà des semaines qu'il patiente en bas de chez Nora sans franchir le pas. Mais aujourd'hui, porté par cet étrange sentiment de rivalité et peut-être aussi par l'inspiration nouvelle de ce sourire libérateur, il monte résolument frappé à la porte du 4B. Quand Nora lui ouvre, Elio improvise maladroitement une excuse. « Dis-moi Nora, pourquoi Marc s'est arrêté devant toi tout à l'heure ? Il avait l'air différent. » Ce qu'il voudrait réellement demander, c'est pourquoi elle a remarqué Marc et qu'elle ne l'avait pas vu lui, qui passait tant de temps sous sa fenêtre. Il lutte avec son orgueil, ce loup noir qu'il connaît trop bien. Nora sourit. Elle devine ce qu'il tente de cacher, mais elle ne va pas lui simplifier la tâche. Nora voit clair dans le jeu du musicien charismatique. Les paillettes et la lumière ne l'intéressent pas. Elle cherche autre chose. Quelque chose de sincère. Quelque chose de vrai
quelque chose de profond. Tu sais, Elio, tu passes tellement de temps à chercher en toi ce qui pourrait manquer que tu ne vois pas tout ce qui est déjà là. Peut-être que ton talent t'apparaît génial, parce qu'il te ressemble trop. Peut-être serait-il temps que tu nourrisses ton loup blanc. Le dialogue est ouvert, l'espace d'une rencontre est né. Mais, avant qu'Elio ne puisse réagir, Marc frappe à nouveau à la porte, interrompant l'instant fragile. Ce sourire que tu m'as donné, Nora, Commence-t-il. tu me l'as donné parce que tu sais qu'à l'intérieur, je pleure. Non pas parce que je ne suis pas heureux, mais parce que je n'arrive pas à me réjouir de ce que j'ai, ni même de ceux qui m'aiment. Pour recevoir de l'amour, il faut être ouvert, et c'est ton sourire, Nora, qui m'a ouvert le cœur ce matin. Et il lui tend le livre qu'il tenait entre ses mains. J'aimerais que tu lises ce livre que m'a prêté Léo. Je pense qu'il pourrait te permettre de répondre à certaines de tes questions. Nora, surprise, ne comprend pas mais accepte naturellement. Elio reste immobile, frappé par la simplicité puissante de ce geste. C'est précisément ce moment humble, authentique et sans calcul qui lui montre ce qu'est vraiment le loup blanc. Ce désir d'élévation de l'âme, cette libération intérieure, ce courage paisible de s'ouvrir aux autres et au monde. Elio découvre alors, avec une clarté étonnante, qu'il a lui aussi en lui ce loup blanc. Un loup qu'il n'a presque jamais nourri, mais qui attendait patiemment son tour. Il y a des livres qui ne se contentent pas d'être lus. Ils s'installent. Ils déplacent les murs, retournent les miroirs. Depuis qu'il a croisé ce livre, Léo marche autrement. Son corps respire plus large, ses émotions passent comme des nuages qui ne promettent rien. Et un silence s'est fait en lui. Non pas vide, mais disponible. Et avec ce silence, une certitude. Ce livre n'est qu'un morceau, le reste est ailleurs. Élise est assise au fond. Elle lève les yeux, soutient le regard de Léo, puis l'invite d'un signe à s'asseoir. « Je ne sais pas pourquoi, Dit-elle. mais avec toi, j'ai envie d'aller droit. Elle lui adresse un bref sourire. Il y a chez toi quelque chose d'étrange et de très vrai. Ajoute-t-elle en ponctuant ses derniers mots. Léo a pour Élise un respect instinctif. La sensation de partager la même source, le même cœur. Mais il ne se démonte pas face à cette approche directe et répond presque à contre-pied. « Anna te manque encore ?» Tous les jours. Glisse-t-elle d'un souffle. Elle marque un silence. Et pas seulement elle. Pas seulement elle. Répond le garçon surpris. Élise lève les yeux vers le plafond où un ventilateur tourne dans le vide. Il y avait quelqu'un quand j'étais petite. Toujours là. Discrète. Importante. Elle prend un moment pour chercher ses mots. Je n'ai jamais su qui c'était vraiment. Elle se tait, happée par des images lointaines. Léo ne comble pas le silence. Il écoute toujours au-delà des mots. Il la regarde profondément, laisse un temps et ose seulement. « Parle-moi d'elle. » Avant même qu'elle entre, Anna changeait. J'ai toujours appelé ma grand-mère Anna. Précise-t-elle. Une joie battait dans la cuisine, posée sur la table comme une assiette de plus. Enfant, je retenais mon souffle. Ces soirs-là, la maison avait une lumière neuve, un feu plus clair dans le regard de ma grand-mère. Dans le couloir, deux rires s'approchaient. L'un connu, l'autre comme un chant revenu de loin. La porte s'ouvrait et l'air devenait plus léger. Léo reste immobile, absorbé, comme si les images d'Élise s'imprimaient en lui. Il hoche légèrement la tête pour l'encourager à continuer. Avec Anna, tous les jours semblaient dimanche. Et ce dimanche-là, peut-être au bord de la mer ou au bord d'un rêve, Anna me tenait la main. L'autre voix marchait à côté, douce, posée, attentive à tout. Des oiseaux qu'on ne voit jamais en ville passaient très bas, comme pour écouter. On parlait de coquillages, du vent, de l'odeur des pins. Et pourtant, tu sais, sous ces mots simples, quelque chose s'ouvrait. Je ne sais plus si c'est nous qui avons pris ce sentier, ou si c'est le sentier qui nous a prises. Léo penche légèrement la tête,
comme pour mieux capter la suite. Mais son regard s'arrête sur le carnet ancien, posé sur la table à côté d'elle depuis le début. Élise ne s'en rend pas compte, elle est déjà repartie dans un autre souvenir. Un après-midi, Anna s'était assoupie. Je m'étais glissée dehors. Je suis restée là, assise contre un tronc, à écouter. Pas les feuilles, écouter. Un renard est apparu. Il s'est assis comme s'il était attendu. Je lui ai parlé, comme on parle à un ami qu'on a vu hier. Il m'a regardé d'un air taquin, presque amusé mais tendre, et il a dit « N'oublie pas d'où tu viens. Tu as le pouvoir d'inspirer les tiens. » Plus tard, j'ai cru avoir rêvé. Mais certains rêves, tu sais, tiennent mieux que les souvenirs. Elle plonge ses yeux dans ceux de Léo. Peut-être veut-elle s'assurer qu'il saura accueillir l'intimité de ce qu'elle vient de livrer. Sur la table, toujours ce carnet. Couverture usée, odeur de papier ancien, longuement feuilleté par la vie. Le regard de Léo y revient, encore et encore. Élise remarque finalement cette attention et pose la main dessus. Je l'ai retrouvé en triant les affaires d'Anna. C'est préparatoire, je crois. Des notes, des schémas, des phrases recopiées, des phrases à elle. Elle l'ouvre, l'écriture est fine, nerveuse. Des flèches, des ponts en marge. Élise commente. Parfois c'est signé AB, et parfois juste I. Puis, presque comme un aveu, je ne sais pas pourquoi ça me trouble autant. Léo pense au livre confié à Marc, aujourd'hui chez Nora. 2 objets qui se regardent, sans se toucher. Un silence, puis à mi-voix, il ose. « Est-ce que je pourrais le feuilleter, juste un instant ?» La question est lancée et déjà, il la regrette. Élise le fixe, rien d'hostile, mais une frontière nette. Elle referme le carnet d'un geste précis, mesuré, comme on range un objet qui ne souffrirait ni la hâte, ni l'imprudence. Ce n'est pas un refus. C'est une ligne qu'elle ne veut pas franchir. Pas encore. C'est étrange. Cette conversation me ramène à des choses que je n'arrive pas à nommer. Ajoute-t-elle, les yeux ailleurs. Elle range le carnet avec soin, se lève et lui adresse un bref sourire. Bref, mais conscient, plein, nourricier. On se recroisera, lui lance-t-elle avant de s'éloigner. Léo reste seul à la table, soudain trop grande. Dehors, la lumière glisse vers l'oranger. Il sort son propre carnet et écrit. « Depuis enfant, je sens un appel profond. Ce que voient mes yeux n'est qu'une part étroite. Ce que je crois voir passe encore par un voile. Habitude, peur, supposition. Le livre n'est qu'un morceau. Le reste est ailleurs. » Il referme son carnet, regarde la rue et laisse ses pensées se taire avec la nuit d'été qui tombe doucement. Les histoires ne demandent pas qu'on les croie. Elles demandent qu'on les écoute assez longtemps pour qu'elles montrent ce qu'elles sont venues nous dire. Il y a des lieux où le silence pèse plus lourd que les pierres. Léo n'avait pas prévu d'y venir. Ses pas l'ont conduit là, sans raison, dans les ruines du vieux château. À peine franchi l'arche effondrée, les images l'assaillent. Un cri, un corps d'enfant qui chute, la détresse d'Elliot, son ami. Il ressent tout, comme si la douleur de l'autre devenait la sienne. Alors, une certitude. Ici, quelque chose s'est brisé, et ça n'a jamais guéri. Mais les pierres n'ont pas dit leur dernier mot. Une autre vision s'impose, plus sombre, plus folle. Un cercle de flammes, un mage inquiétant, des femmes qui crient, 2 enfants tapis dans l'ombre, les yeux grands ouverts, paralysés de peur. Tout tremble, tout vacille, les visages se brouillent comme avalés par la nuit. Reste seulement une sensation. Une horreur s'est jouée ici. Léo voudrait comprendre, mais tout s'échappe, comme un rêve trop vif au réveil. Alors, il en parle à Marc. Son beau-père écoute, les yeux ailleurs, comme si, derrière ces silences, il avait lui aussi
Un souvenir trop lourd à porter. Léo ne le sait pas encore, mais ce qu'il pressent aujourd'hui ouvrira demain la porte des secrets. Des secrets que les pierres ont gardés et que la mémoire des hommes a voulu oublier. Un samedi après-midi, Amina se promène dans le grand parc. Elle ne s'attendait pas à croiser Gérard, cet ancien patient qu'elle avait accompagné jadis lorsqu'il traversait une crise conjugale. Les retrouvailles sont simples, sobres. Gérard parle avec cette chaleur qui le définit, de son amour retrouvé, de la transformation de sa vie. Comme si une blessure ancienne s'était enfin refermée. Ils avancent côte à côte. La lumière est douce, tout respire la paix. Mais soudain, une silhouette se fige devant eux. Marc. Lui, il n'a rien de paisible. Il est encore secoué par ce que Léo vient de lui confier. Et voir Gérard, précisément à cet instant-là, lui paraît insoutenable. Comme si la mémoire s'était jouée de lui. Comme si le hasard venait se venger. Gérard s'élance, souriant. Marc, quelle surprise! Mais Marc reste immobile. Son visage se décompose. Il ne peut pas se taire. Sa voix jaillit, dure, incontrôlable. Comment tu fais pour sourire comme ça, alors que toi et moi, on sait très bien ce qui s'est passé cette nuit-là. Gérard vacille. Il esquive d'un rire nerveux. Mais Marc insiste, haletant. Tu les as entendus toi aussi. Tu les as entendus crier. Personne n'oublie ça. Un silence, un vertige. Amina observe. Elle perçoit la faille qui s'ouvre. Marc baisse la voix, presque brisée. La nuit noire, on ne devait pas en reparler. Mais tu sais que c'était vrai. Et il s'éloigne, laissant derrière lui Gérard anéanti. Amina demeure à ses côtés, sans un mot, mais présente, comme une promesse silencieuse qu'elle saura l'accompagner. Elles marchent au bord d'un lac sauvage. Leurs doigts s'entrelacent, leurs pas se répondent. La lumière joue à travers les roseaux, les libellules frôlent la surface de l'eau, et les grenouilles se taisent un instant, comme pour leur faire de la place. Clémentine respire profondément, un sourire heureux, celui de n'avoir besoin de rien de plus. Élise la regarde et sourit. Elles sont ensemble, là, au présent. Et ce présent a la douceur d'un cadeau. Un jet surgit des arbres, plonge, puis s'ébroue dans l'eau claire. Ses ailes dessinent des éclaboussures légères, comme un ballet improvisé. Clémentine rit et compare l'oiseau à Raphaël, avec ses toilettes qui semblent être une danse. Élise éclate de rire à son tour. Dans ce rire, elle sent tout son amour pour sa compagne. Cette créativité pleine de ressources, cette joie inextinguible, cette force tranquille qui nourrit leur travail et leur couple. Un peu plus loin, Clémentine s'arrête, émerveillée devant un nénuphar en fleurs. Elle s'extasie comme le ferait une enfant, et ça fait rire Élise. Puis, elles rient ensemble, et leurs éclats se mêlent au vent qui passe dans les herbes hautes. Ensuite, c'est Élise qui se saisit d'un roseau et le trempe dans l'eau comme elle le ferait avec une plume dans un encrier. Elle mime alors qu'elle écrit un roman éphémère à la surface du lac. Les lettres s'effacent aussitôt.
Clémentine secoue la tête, amusée. Ce geste, si libre, si léger, inutile et d'une infime beauté. Clémentine lui dit alors naturellement « Tu sais, ta grand-mère vit toujours en toi. On la retrouve dans tout ce que tu fais. » Un silence, un basculement. Élise se fige, ses yeux s'assombrissent. Puis, elle parle du carnet retrouvé dans les affaires d'Anna Bréval, de ses pages inachevées, de ses mots suspendus, comme une inspiration censurée, une écriture qui s'arrête, une respiration coupée. « Ce n'est pas normal », lâche-t-elle. Anna allait toujours au fond des choses. Ce carnet incomplet, ça ne lui ressemble pas. Le silence s'épaissit. Même les oiseaux se taisent. Dans ce silence, quelque chose se resserre, comme si le paysage lui-même se souvenait. Clémentine, par amour, cherche une issue. Elle pense à Alban, à ce vieil homme qui a partagé la vie d'Anna. Peut-être aurait-il des réponses? Elle hésite, puis elle ose. Alban pourrait peut-être t'aider? Le nom tombe comme une pierre dans l'eau. Élise se crispe. Sa voix tremble, d'abord doucement, puis les mots jaillissent, plus durs, de plus en plus lourds. Pour elle, Alban a manqué à tous ses devoirs. Il a abandonné Anna. Il a abandonné sa mémoire. Il a abandonné aussi la petite fille qu'elle était. Elle. Elle le dit avec indignation, avec douleur. Chaque mot ajoute une brique au mur de son rejet. Clémentine se tait. Elle redécouvre une colère qu'elle connaissait déjà, mais pas si forte. Une blessure semble se raviver et ce visage, lui, elle ne l'avait jamais vu. Le silence devient presque insoutenable. C'est alors qu'une voix claire résonne. Mila surgit, bondissante, vive, gaie, elle rayonne. Ses yeux brillent de malice et de joie. Et elle parle. Elle parle, comme à son habitude, sans trop se soucier de savoir si on l'écoute ou pas, car elle sait bien, Mila, qu'elle a ce quelque chose si particulier, presque magique, qui fait que tout le monde est touché par sa petite voix claire et ses mimiques délicieuses. Et elle parle d'Alban, son grand ami. Elle raconte avec enthousiasme ce qu'ils ont fait ensemble juste tout à l'heure. On a construit un ponton en bois pour que les poissons puissent se cacher dessous. Comme ça, le héron, il est bien embêté pour les attraper. Si vous aviez vu sa tête... Mila rit et son rire éclabousse la scène. Puis, on a fabriqué un abri pour les hiboux. C'est Alban qui l'a construit dans son atelier, mais c'est moi qui ai grimpé sur le grand chêne pour l'installer. Il était bien content, Alban, que je sois là pour l'aider à le mettre en place. Élise écoute. Elle n'en revient pas. Elle veut se détourner, mais elle ne peut pas. Ces images s'imposent. L'enfant est une hypnose. Il semble qu'une cascade de lumière passe un baume secret sur ses plaies. Un vieil homme qui bâtit pour protéger, une enfant qui grimpe, libre, rieuse. Ce duo improbable, et pourtant si juste. Et puis, reprend l'enfant en riant, on a tenté un barrage sur le ruisseau pour que les salamandres puissent pondre en paix. Bon, ça n'a pas tenu très longtemps, mais avec la bataille d'eau qu'on a fait là-bas... Et elle monte vaguement un espace derrière elle. Je ne crois pas que les salamandres vont revenir de sitôt. Même Alban a terminé les fesses dans l'eau. Et là, Mila part d'un rire clair qui balaie toutes les ombres autour des deux femmes. Lorsque l'enfant disparaît, Élise reste immobile. Elle ne sait plus vraiment si Mila s'est éloignée en sautillant ou si elle s'est volatilisée, comme une apparition. Alban était là, tout près, il y a quelques instants. Elle ne sait pas comment elle aurait réagi si leurs regards s'étaient croisés. Clémentine ne dit rien. Elle se contente de la regarder. Et dans ce regard silencieux, Élise comprend. Un jour, il faudra ouvrir son cœur, dépasser ses blessures, se réconcilier avec le passé.
Ils se retrouvent au théâtre romain. Pas par habitude, mais parce que ce lieu offre deux choses. Un silence rare et une acoustique qui magnifie chaque note. Elio, le charismatique. Samuel, le discret. Deux amis, deux musiciens. L'un attire les foules, l'autre préfère l'ombre. Mais derrière les refrains acclamés, ce sont souvent les intuitions silencieuses de Samuel. Elio le sait, il l'admire. Et Samuel, lui, n'attend rien de plus. C'est à cet instant que Nora apparaît. Pas un hasard, pas une coïncidence. Depuis qu'elle lit ce livre confié par Marc, elle suit une écoute nouvelle. Une intuition qui l'amène toujours là où elle doit être. Elio sourit, charmeur. Tu nous suis partout maintenant. Nora, complice. Pas vraiment. J'écoute ce qui m'appelle. Elio ricane. Toujours un peu mystérieuse, toi. Nora s'assoit. Après un court silence, elle devance Elio. J'ai croisé Marc. Il n'allait pas bien. Un souvenir lui est revenu. Une nuit, dans les ruines du vieux château. Samuel baisse les yeux, effleure les cordes. Quelques notes simples s'élèvent. Elles suffisent pour imposer le silence. Nora poursuit. Gérard et lui étaient enfants. Ils ont vu un rituel. Deux femmes hurlaient. Et parmi elles, Marc en est certain, il y avait Anna Bréval. Elio éclate de rire, brutal. Anna Bréval, dans un rituel magique. Non mais sérieux, c'est ridicule. Nora répond calmement. Tu sais comme moi qu'il y a des choses qui nous dépassent. Elio ironise. Ou alors, Marc se raconte des histoires. Tu connais son côté fragile. Nora le fixe. Ce n'est pas parce qu'une chose échappe à nos certitudes qu'elle n'existe pas. Tu devrais le savoir. Elio hausse les épaules et esquive. Peut-être. Mais ça ressemble plus à un mauvais conte qu'à la réalité. Samuel reste muet. Ses mains bloquent les cordes. Son écoute est totale. Nora se lève. Crois ce que tu veux, mais Marc n'a aucune raison d'inventer. Dans ces mots, il y a une vérité qui demande à être révélée. Et je sais qu'il fallait que je vous le dise. Comme si tout m'y appelait. Nora s'éloigne. Les deux hommes restent seuls. Le silence retombe. Puis, après un moment, Elio se remet à rire, mais plus faiblement. Elle est incroyable, non? Toujours avec ses histoires. Samuel ne répond pas. Ses cordes résonnent un peu plus fort. Elio reprend, nerveux. Tu vas pas me dire que tu y crois, toi aussi. Des rituels, des cris dans les ruines. Samuel s'arrête. Il lève les yeux, calme. Et si c'était vrai? Elio se fige, rit, mais son rire sonne creux. Toi aussi? Sérieux? Samuel reprend doucement la guitare. Parfois, ce qu'on rejette le plus fort, c'est ce qui cherche à se montrer. Elio détourne les yeux. Le doute est là. Une phrase, rien de plus. Mais elle reste suspendue, plus lourde que tout le reste. Et déjà, dans l'esprit d'Elio, une fissure s'ouvre. Un soupçon. On croit l'écarter, il revient. On croit le rejeter, il s'installe. Jusqu'à ce qu'il prenne toute la place. Le matin est clair. Léo quitte la ville sans la regarder. Il n'oppose aucune résistance. Quelque chose en lui l'appelle et ses jambes savent le chemin. Il monte vers la montagne comme si le monde élargissait sa respiration pour lui faire de la place. Léo ne cherche personne et pourtant, il marche
comme on cherche. Il ne sait pas ce qu'il espère trouver, mais il sait qu'il doit y aller. Il ne connaît pas Isor, ne sait rien de sa présence au cœur des pierres, seulement qu'une trame silencieuse tire sur lui, depuis des semaines, la même lueur intérieure qui jadis l'a conduit vers Élise et vers le livre. Il traverse une clairière. Les arbres s'épaississent, la mousse gagne sur les pierres, la pente s'adoucit, il entre. Il apparaît d'abord comme une rumeur de feu entre les fougères. Un renard, posé, les yeux dorés, la queue en virgule. Il ne fuit pas. Léo s'immobilise. Le silence se ferme, net, comme une main sur une flamme. Alors le renard parle, d'une voix basse, comme un fil d'eau. Tu as déjà commencé sans le savoir. On vient pas ici pour apprendre. On vient ici pour se souvenir. Léo sent un frisson, pas de peur, de reconnaissance. Me souvenir de quoi ? Demande-t-il. Que ta justesse ne viendra pas de ta force, mais de ton écoute. Tu n'es pas la flèche, mais l'arc. Tends-toi, laisse passer. Le renard incline la tête, comme s'il saluait quelqu'un derrière Léo. Et n'oublie pas, ce qui doit aller à Élise, va à Élise. Les herbes remuent, l'animal se dissout sous les bois. La lumière revient, exactement la même, et pourtant, tout a changé. La pente s'ouvre sur un vallon de pierres dressées. Ce ne sont pas des menhirs, pas des ruines, des silhouettes, des gestes pétrifiés, comme si la roche avait gardé mémoire d'hommes, de bêtes, de prières. Léo s'avance sans bruit. Le vent baisse d'un ton. Les voix commencent. Elles ne viennent de nulle part, donc de partout. Elles ne l'appellent pas, elles l'alignent. Elles disent « Observe ce qui regarde en toi. Les directions existent avant les choses. Tu veux voir, cesse de chercher. Le guide ne parle pas plus fort que le vent. Il l'écoute. » Léo ferme les yeux. Ses épaules descendent d'un souffle. Dans le noir de ses paupières, il perçoit des ombres qui passent entre les pierres. Un profil impossible à fixer. Isor n'apparaît pas. Elle laisse seulement une température, une sorte de clarté fraîche juste au-dessus de son cœur. La forêt n'ouvre aucune porte. Elle retire les murs. Quand Léo rouvre les yeux, la pierre la plus proche semble plus légère. Si quelqu'un vit ici, il est encore trop tôt pour le rencontrer. Il marche encore quelques minutes et le sentier bascule sur une petite combe. Une silhouette humaine, assise, dos à lui, la voix parle avant que Léo ne s'annonce. « Tu ne devrais pas être ici. » L'homme se retourne. Le visage est connu. Un pli de malice, un pli de fatigue. C'est le marionnettiste, le grand-oncle. L'improbable rencontre, exactement au centre de l'invisible. Léo, le hasard n'existe pas, n'est-ce pas? Il reste d'abord sans parler, puis le marionnettiste questionne, doucement, comme on tire sur un fil. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu entends? Léo parle du livre, pas en maître, en élève heureux. Il dit les inspirations qui lui viennent, les rencontres justes, l'évidence tranquille qui parfois s'installe quand il arrête d'insister. Il dit tout cela simplement. À ce mot, livre, quelque chose se fend chez le marionnettiste. Il baisse les yeux, cherche ses poches comme s'il y avait laissé des années. Une mémoire revient, nette, cruelle. Isor, la promesse. Remettre le livre à Élise et à elle seule. Quand elle sera en âge de le lire. L'âge est passé, l'engagement resté en suspens, la négligence entière.
J'aurais dû te dire de n'en rien faire. Puis, confus, l'artiste poursuit. Non, pas toi. J'aurais dû le porter à Élise. C'était à elle. Le visage du marionnettiste se chiffonne d'un mélange de honte et de tendresse. La forêt, qui ne juge rien, serre simplement le temps autour d'eux. Léo reste suspendu aux mots de son oncle, ne comprenant rien à sa confusion. Le marionnettiste reprend, mystérieux. Certaines absences ne se rencontrent qu'en présence. Il sourit, triste, et poursuit. Elle ne se montrera pas. Un souffle passe. Une ombre glisse sur la pierre du haut comme un clin d'œil de lumière. Que dois-je faire ? dit Léo. Le marionnettiste hésite, puis, avec une honnêteté nue, Rien. Et tout. Continue à écouter, te tenir juste et moi, réparer. Le livre doit retourner vers Élise. il se relève, puis pose une main sur l'épaule de Léo. Il est l'heure pour moi de réparer ma négligence. Le chemin du retour n'est pas plus court. Il est plus clair. Léo descend en silence. Il ne sait pas exactement ce qu'il a fait ici. Il sait juste qu'il a été mis à sa place et que cette place suffit pour aujourd'hui. Resté encore un moment au cœur de la forêt des statues de pierre, le marionnettiste regarde ses mains qui donnent vie au fil. Puis, il se détourne à son tour. Il a une chose à réparer. La forêt se referme sans se fermer, exactement comme une respiration. Il y a des histoires qu'on raconte ou qu'on accepte pour les comprendre. Et d'autres qu'on comprend seulement quand on les accepte ou quand on les laisse se raconter d'elles-mêmes. Elio marche seul, casque sur les oreilles, perdu dans ses pensées. La réaction de Samuel devant ce que leur a dit Nora l'étonne et tourne en boucle dans sa tête. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre tout ça ? Léo et ses visions, Nora et son livre, Marc, Gérard, Élise, comme si chacun tenait un fragment d'une même mélodie, mais que personne n'entendait encore la chanson en entier. On a parlé de rituels, de photos, d'un livre mystérieux, d'un carnet inachevé et même d'une mort prématurée. Comme s'il y avait des jeux de pouvoir, des manipulations de l'ombre, des intérêts dissimulés. Quelqu'un qui voulait tout contrôler et de femmes qui auraient tout risqué. Anna Bréval, d'après Nora et Marc, puis une autre femme, visiblement. Rien ne semble avoir de sens et en même temps, tout paraît lié. Tout paraît lié. Arrivé chez lui, il passe devant le bureau de son père dont la porte est entrebâillée. Normalement, elle est toujours fermée, à clé. Un lieu froid, ordonné. Elio rentre avec, c'est vrai, le cœur battant comme si cette décision bénigne allait définitivement changer le cours des choses. Sous le large bureau de son père, un tiroir mal fermé attire son attention. Il hésite, puis l'ouvre. Samuel disait « Cherche pas à savoir, ressens. Alors je vais sentir. Il y trouve un sachet plastique soigneusement protégé. Dedans, 2 photos anciennes. Il identifie rapidement Anna et il y a une autre femme. Les visages sont nets, mais le papier est souillé d'une sorte de baume sombre et visqueux. Elio observe, fasciné et dégoûté à la fois. Anna Bréval, tout le monde connaît son nom, mais personne ne sait vraiment comment elle est morte. Et l'autre femme, elle a un regard qui marque profondément Elio. Il ressent qu'il ne pourra jamais l'oublier. Ayant sorti les photos du sachet, il les relève pour mieux les observer à la lumière. D'abord, une sensation étrange, discrète, puis sourde, envahissante. Son souffle s'accélère. Une goutte du baume a glissé sur son doigt. Il tente de la nettoyer, puis vacille. Je voulais juste comprendre, relier les morceaux, voir ce qu'ils avaient vu. Elio tombe à genoux. Un voile glisse sur ses yeux. Le son se distord. Des images floues
surgissent. Puis, le bruit lointain d'un cœur qui bat. Une voix féminine, douce, indistincte, celle de Nora peut-être. Respire, ce n'est qu'un début. Ce n'est peut-être pas arrivé, mais c'est vrai quand même.